Bonjour, chers amis internautes. Je suis très heureux de vous accueillir à cette émission spéciale. La situation des droits de l'homme au Bénin a connu de nouveaux développements cette semaine par le dépôt au président Patrice Talon du rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Dans le même temps, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en sa séance du 29 septembre dernier que le Bénin n'est plus un pays d'origine sûre. Quelles sont les implications de cette décision pour l'image du Bénin et les demandeurs d'asile béninois? Cette émission tentera de répondre à cette question et aux différentes initiatives prises par les Béninois pour la restauration de la démocratie et des droits de l'homme. Pour nous accompagner, tout d'abord, M. Omar Harouna, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin auprès de la République des États-Unis et représentant du Bénin au Mexique et à l'Organisation des États américains. Bonsoir, Excellence Omar Harouna, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Diossou, et bonsoir aussi au Dr Corvi et surtout à vos auditeurs et téléspectateurs et internautes. Merci beaucoup. Notre second invité, évidemment, c'est Monsieur Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, ancien candidat à la présidentielle de 2016. Bonsoir, Monsieur Bertin Corvi, et très heureux de vous retrouver encore sur ce plateau. La joie est partagée. Bonsoir, Monsieur Diossou. Je profite de l'occasion pour saluer nos populations à travers le monde entier et les autres citoyens du monde qui nous suivent. Je profite aussi pour saluer Monsieur et lui dire salam alaikum. Monsieur Bertin Corvi, avant de revenir à vous tantôt, vous pouvez vérifier votre micro. Il y a un peu de grésillement dedans. Mais je démarre l'émission, la première question avec l'ambassadeur d'abord, et puis je vous reviens tantôt. Donc, je disais tantôt que avant d'aller dans les questions des droits de l'homme, je voudrais avoir d'abord votre appréciation sur le communiqué du secrétariat d'État américain, du secrétaire d'État américain plutôt, M. Michael Pompeo, qui attire l'attention des pays africains qui s'apprêtent à organiser des élections, de s'assurer qu'elles soient inclusives, que les élections soient inclusives et apaisées. Ambassadeur Omar Harouna, vous qui connaissez les arcanes de la diplomatie internationale et les couloirs de la Maison-Blanche, que peut-on retenir de ce communiqué? Merci, Monsieur Diossou. En effet, je crois que ce communiqué, il faut le remettre dans un contexte beaucoup plus global et il faut le remettre aussi dans un contexte aussi qui s'adresse aux Africains et surtout aux pays où il y a déjà des relents de, comment dirais-je, de troisième mandat ou des entorses aux droits humains. Donc, pour répondre à cette question, si vous me permettez, je vais faire un tout petit peu de pédagogie autour de ce qu'on appelle les droits humains. Et je le dis et je veux bien le faire parce que on a une notion générale de ce que c'est, mais il faut qu'on analyse pour arriver pourquoi ce communiqué de Pompeo. Et d'abord, c'est quoi les droits de l'homme et pourquoi c'est important, pourquoi les droits de l'homme sont importants et quelles sont vraiment les responsabilités de tout un chacun. Bon, de manière générale, les droits de l'homme sont des normes qui nous permettent à tous de vivre dans la dignité. Il faut bien retenir ça. Et quand on parle de vivre dans la dignité, ça veut dire qu'on a besoin de liberté, on a besoin d'égalité dans le traitement, on a besoin de justice et on a besoin de paix. Donc, chaque personne a le droit. On ne dit pas que ce n'est pas quelque chose qui est donné, mais c'est un droit inhérent
et ça reflète et c'est universel. Donc, dans ce contexte, il y a des responsabilités. Ceux qui sont responsables en première nature, ce sont les gouvernements ou les dirigeants. Ils ont la responsabilité de protéger les droits humains. Mais au-delà de de nos gouvernants, en tant qu'individus, chacun à notre niveau, on a cette responsabilité-là. Et aussi les entreprises, c'est-à-dire que tout ce qui forme le contexte d'une nation, tout un chacun a une responsabilité. Pourquoi je le dis? Je le dis comme ça pour revenir sur ce que Mike Pompeo a dit. Il a été clair, les États-Unis sont déterminés à soutenir des élections libres, justes et inclusives. La conduite des élections est importante non seulement pour les Africains, mais aussi pour les défenseurs de la démocratie dans le monde. Ça veut dire quoi? Qu'ils s'insèrent et s'arrogent le droit de regard sur ce contexte électoral dans nos pays. Ce qui est important, et il continue de dire que le droit de réunion pacifique et la liberté d'expression et d'association sont au cœur d'une démocratie qui fonctionne. Donc, dans ce contexte-là, il ne faut pas voir le communiqué de Mike Pompeo, qui est au fait le chef de la diplomatie américaine, juste comme un communiqué. Ça rentre dans toute une nature. Ils ont fait une analyse de l'état de nos pays, de certains pays, et dans un cas singulier du Bénin, parce que vous avez entendu Christopher, le représentant à la Chambre, Christopher Smith, qui est au fait le chef de file de la minorité qui est républicaine au Parlement et qui est dans la Commission africaine. Mais cette Commission africaine, je suis en train de faire, comment dirais-je, comment on dit en anglais, connecter les dots. Oui, un rapprochement, oui. Voilà, cette commission, elle s'appelle la Commission africaine, mais des droits de l'homme. Vous voyez. Donc, ce qui fait que, voilà, il y a quelques semaines, Christopher Smith, il est parti du fait qu'il y a un recul de la démocratie en Afrique, il y a un recul des libertés en Afrique. Et que dans ce contexte, il a de manière singulière parlé du Bénin, en long et en large. Quelques semaines plus tard, comment dirais-je, le secrétaire d'État aux affaires étrangères des États-Unis revient sur la même question. Ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas anodin dans le sens où, entre-temps, il y a des lois qui avaient été votées, sachant que les lois passent du Congrès pour l'exécutif, pour être exécutées. Il ne faut pas prendre ce que le secrétaire d'État aux affaires africaines a dit avec des pincettes. C'est très important. Et je retourne en arrière pour voir que ces dernières années, si vous passez un temps au département d'État ou bien enfin, sur le site du département d'État, vous allez voir comment dirais-je, le rapport de la Commission des droits de l'homme sur le Bénin. Et il y a des mots qui reviennent. On parle, dans ce contexte-là, privation arbitraire de vie et autres meurtres illégaux ou politiquement motivés. Ça, c'est des mots qui ressortent dans le rapport du département d'État sur le Bénin. On parle de représailles politiquement motivées contre des personnes situées à l'extérieur du pays. On parle de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de prisonniers politiques et détenus. Et puis, on vous dit qu'il y a des prisonniers politiques au Bénin. On donne les détails. Par exemple, 78 prisonniers politiques à la prison de Cotonou, par exemple. Ils disent
20 à la prison de Parakou, 9 à la prison d'Abomey et environ 20 à la prison d'Akomisrete. Donc tout cela n'est pas anodin. Et maintenant, il revient et dans son communiqué, il dit clairement qu'au-delà des sanctions usuelles, qu'on va faire des sanctions ciblées pour des individus. Et il a parlé de, comment dirais-je, de suppression de visa ou bien d'interdiction d'entrer aux États-Unis. Et ça aussi, ce n'est pas anodin, parce que ça, c'est-à-dire que ça se base sur une loi qu'on appelle l'acte de Magnitsky, le Global Magnitsky Act. C'est l'acte, cet acte dit clairement quoi? Il dit que, il faut que je le retrouve quelque part, mais le Global Magnitsky Act, voilà, je dois avoir ça quelque part ici, je ne sais plus où c'est, mais l'acte dit clairement que quoi? En 2016, le Congrès américain a voté cette loi-là, et cette loi permet au gouvernement américain de sanctionner des représentants de gouvernements étrangers impliqués dans des violations de droits de l'homme partout dans le monde. La loi, elle s'applique à l'échelle mondiale, autorise le gouvernement américain à sanctionner ceux qu'il considère comme des contrevenants aux droits humains et à geler leur avoir et leur interdit d'entrer aux États-Unis. Si vous faites la comparaison au discours ou bien au communiqué de Mike Pompeo, il a parlé d'interdiction de visa. Mais c'est-à-dire que le contexte légal, ce n'est pas seulement les interdictions de visa, mais aussi à gérer, à geler les avoirs des contrevenants. Et quand on parle de contrevenants, je vous ai dit plus tôt que quand je parlais un peu de droits de l'homme, j'ai parlé des responsabilités. Les premiers responsables, c'est les gouvernants. Maintenant, ils ont compris que quand on passe des sanctions, la plupart du temps, ça affecte tout le monde. Donc, ils sont passés d'une étape de sanctions globales ou bien par pays à des sanctions ciblées et des sanctions ciblées sur des individus. Et quand on parle des individus, le chef de l'État ne fait qu'une partie, il n'est qu'une partie de ces individus. Mais on appelle, dans la loi, il y a ceux qu'on appelle en anglais généralement comment dirais-je, et les enablers. Les enablers, c'est-à-dire que les catalyseurs. Donc, quand vous êtes un gouvernement, il y a des gens qui sont à des postes clés, et cela leur permet, parce qu'ils sont à ces postes-là, leur responsabilité les amène à rentrer dans une dynamique qui pourrait être, comment dirais-je, construite comme des entorses aux droits humains. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Et ça, c'est de manière personnelle. Je le dis, j'ai pris le temps de l'expliquer comme ça pour que les gens comprennent que quand on parle de droits humains, ce n'est pas quelque chose, et vous savez que les caractéristiques même des droits humains, c'est indivisible et c'est interconnecté. On ne peut pas dissocier les droits humains de l'autre, d'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les droits humains d'un pays aux autres pays. Tout est interconnecté. Donc, c'est très important. Je vais m'arrêter là et peut-être dans la... oui, on y arrivera plus en détail. Oui, mais je vais ce point-là. Oui, ok. On va revenir sur certains de ces aspects que vous venez d'évoquer plus en détail. Quand même, oui, le schéma est quand même un peu... Le schéma que vient de présenter l'ambassadeur Omar Haruna est quand même alarmant. Il a parlé, par exemple, dans les rapports du secrétariat d'État américain, qu'on évoque environ 130 prisonniers politiques au Bénin, les chiffres, dont environ 78 à Cotonou. J'ai noté 20 à Parakou, et 9 à Abomey, et environ 20 à la prison de Misrete, dans l'Ouémé. Donc, c'est quand même des chiffres qui inquiètent. Vous, de votre regard d'acteur politique, par rapport à ce communiqué du secrétaire d'État, quel regard vous portez sur ce communiqué, Monsieur Bertin Corvi? Alors, merci, cher
Jules Jossou, mais ce que les Américains disent ne devrait surprendre personne, puisque le 10 décembre passé, comme vient le dit M. Kodo, 4 mousquetaires ont relaté des faits, date, nom, lieu, mais sur la situation des droits humains au Bénin. Ceux qui ont été tués à Kadiaoum, ceux qui ont été tués un peu partout dans le pays, et ceux qui sont en prison, ce que nous n'avons pas fait publiquement, c'est de donner le nom de ceux qui ont tiré sur les pauvres populations à Kadiaoum. Et on les connaît nommément. Et ces noms-là sont connus par les Américains, par le monde entier. Et comme on disait, M. Lanceur, chacun répondra institut personnel de ce qu'il fait aujourd'hui avec Patrice Talon. Parce qu'ils sont nombreux à croire que c'est le président qui nous a dit de tirer et nous on a tiré. Leur responsabilité est engagée. Il faut prendre exemple sur la RDC. Il y a des opérateurs économiques aujourd'hui qui sont frappés par les mêmes lois. Opérateurs économiques, c'est pas politique, hein? Mais la même loi estime que ceux-là ont participé, ont facilité ou ont été complices de violence. Monsieur Bertin, il y a des chefs de l'armée, oui. Le son n'est pas toujours bon de votre côté. Enfin, je crois, ce que le docteur Corvée est en train de dire est très important, hein, parce que, effectivement, comme il a dit, par exemple, la loi a été appliquée relativement timidement en Afrique jusqu'à maintenant. Elle a été excessivement appliquée vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie. Et en Afrique, même Yahya Jammeh, qui est l'ancien président de la Gambie, est sous le coup de cette loi-là. Mais au-delà de ça, et je crois que c'est ce que le docteur Corvée essaie de dire, au-delà de ça, quand on parle et je vous parlais plutôt de la responsabilité de toute une classée des courses, quand on passe de responsables, il y a les entreprises aussi, parce que les entreprises sont aussi des enablers, des catalyseurs, et sur laquelle les gouvernances s'appuient pour enfreindre les droits humains. Et l'exemple est clair qu'après le départ de Kabila du pouvoir, il y a un homme d'affaires, un milliardaire juif américain qui est sous le coup de cette loi actuellement et tous ses avoirs dans le monde sont gelés. Est-ce que vous voyez? Et il risque des peines de prison. Il y a tellement de choses là. Il y a José Rivers, le président du conseil électoral du Nicaragua, qui est c'est-à-dire que je suis obligé de faire cette pédagogie pour que les gens comprennent, oui. La population béninoise, nos dirigeants et ceux qui sont à des postes de responsabilité, qui se sentent obligés ou zélés de prendre certaines actions, ils n'ont qu'à les prendre en connaissance de cause. OK. Donc, Monsieur Bertin Corvée est de retour. Je vais vous laisser terminer. J'espère que le son sera meilleur maintenant. Monsieur Bertin Corvée. Vous m'entendez? Oui. Allez-y maintenant, on va voir. Alors, le micro, ce n'est pas mon niveau, c'est une question de connexion, parce que même quand vous parlez, je vous entends grésiller. Donc, c'est une question de connexion. Anyway. Au fait, comme le disait tantôt monsieur l'ambassadeur, il faut que le haut commandement militaire d'abord sache que ses membres seront tenus personnellement responsables de ceux qui ont été tués, en tout cas à Kadiaoum. On a vu qu'on est allé canarder des populations à main nue. On a tiré avec des balles réelles sur des populations qui manifestaient. Et ceux qui étaient sur le champ de tir sont connus et leurs noms sont déposés.
ils peuvent aller à la retraite, ils en répondront tôt ou tard. Évidemment, tous ceux qui étaient sur le terrain ne sont pas forcément ceux qui ont tiré. Chacun répondra de ce qu'il aura fait. À nos jeunes policiers, à qui on donne des ordres, tirez, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Tirez seulement, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Ben, ceux qui ont donné de tels courage à leur groupe de policiers se reconnaîtront. Eh bien, nous avons aussi déjà donné la liste pour dire quoi? Que les Béninois sachent qu'aujourd'hui, la lumière est mise sur le Bénin et cette lumière-là, au vu des faits, fait en sorte que chacun répondra de ce qu'il aura fait. Au demeurant, nous faisons ce que nous faisons afin que personne ne dise qu'il n'était pas au courant. Un pouvoir ne justifie pas tout. Je veux juste dire que les Américains ne pouvaient pas être plus clairs que cela. Et le message de Pompeo est un message diplomatique en réalité. Quand il parle dans son message que dans la démocratie, le droit à un regroupement pacifique est un droit constitutionnel, sinon constitué. Je vais en profiter pour dire à nos populations que quel que soit ce que nous voulons réclamer, cela doit être fait dans le calme, la non-violence, la discipline, la concorde, le respect du bien public et du bien privé. Rien ne doit justifier qu'on se mette à brûler ni pneus, ni station-service. Ce n'est pas ça qui va nous donner raison. Il faut que tout se fasse dans le calme, dans la discipline, dans la concorde, dans la sauvegarde de la paix. C'est surtout à cette condition et à celle-là seule que le monde saura que les droits sont bafoués. Si quelqu'un veut exprimer son ressenti, et c'est prévu pour le 31 octobre prochain, c'est la première sortie. Mais s'il veut le faire avec de la violence, ce n'est pas la peine. Il reste chez lui et qu'il cogne sa tête contre un manguier. Je crois qu'il aurait fait moins de violence et va se calmer. Donc, tout doit être fait dans le calme, dans la discipline, dans le respect de la différence. Et c'est ce qui m'importe dans ce que les Américains disent et que le monde entier dit. Oh. Voilà. Ok. Donc, je vais dire de la Quand le docteur Corvi dit que le secrétaire d'État l'a dit dans un langage diplomatique, moi je dirais qu'il est allé un volume ou un ton au-dessus du langage diplomatique, parce que c'est aussi clair que ça. Et dans son discours, bien dans son communiqué, il a bien dit, nous surveillerons de près les actions des individus qui s'ingèrent dans le processus démocratique et n'hésiteront pas à envisager les conséquences. Et c'est là, il dit, y compris les restrictions de visa. Donc ça, c'est pas diplomatique, ça c'est clair. Et encore plus loin, il dit, en tant que partenaire de longue date des nations africaines, nous nous soucions de la trajectoire démocratique de la région. Ça veut dire que on est d'accord qu'il y a une certaine trajectoire qu'il faut prendre et que nous nous en soucions. Ça veut dire que nous nous mettrons en porte-à-faux si cette trajectoire-là n'est pas suivie. Et il dit, la région, ils sont déterminés à travailler de manière constructive avec des partenaires internationaux et régionaux. Et pourquoi je dis ça? Parce que le Bénin, comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas à nous seuls sur une planète. Parce que quand il y aura des problèmes, ou s'il y a des problèmes au Bénin, le premier partenaire qui en souffre, c'est le Nigeria. Le Nigeria, et les États-Unis ont des intérêts sûrs au Nigeria. Donc, c'est-à-dire que tout se tient. Tout se tient et qu'il faut que quand on dirige un pays, qu'on prenne en compte
le contexte et l'environnement dans lequel on est. La géopolitique. Très important, c'est-à-dire qu'il y a des chocs exogènes qu'il faut essayer d'éviter. Okay. Donc, je vais rester avec vous, ambassadeur Omar Oruna. Vous avez commencé par évoquer ça tantôt concernant l'évolution de la situation du côté des États-Unis. Est-ce qu'on pourrait dire que le communiqué viserait spécifiquement le Bénin, puisque la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, lors de sa dernière réunion aussi, un parlementaire avait insisté sur le recul démocratique majeur. C'est le thème qu'il a utilisé, un recul démocratique majeur au Bénin. Enfin, je ne dirais pas que le communiqué visait essentiellement le Bénin, parce que si on reprend la genèse de comment est-ce que ce communiqué est arrivé, il faut retourner et, comment dirais-je, et à la réunion de la Commission africaine et des droits de l'homme au Congrès. Et cette réunion, le titre ou bien le libellé de la réunion, c'était le recul démocratique en Afrique subsaharienne. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait un contest clair. Vous savez, c'est ironique parce que le Bénin, dans tous les cas, a toujours servi d'exemple. Et quand ces genres de réunions se passaient, il y a des années, tout au moins avant 2016, quand on prend un exemple, on dit le Bénin. Et cet exemple était singulier. Donc, ce qui fait que dans le même contexte, maintenant que les choses ont changé, le Bénin est aussi un exemple parce que vous avez été un très bon élève de la classe pendant longtemps et que du jour au lendemain, vous êtes parmi les derniers. Donc, c'est remarquable. Mais je ne peux pas dire que c'est singulier sur le Bénin, mais le Bénin, c'est l'exemple. Et ça veut dire quoi? Que si dans la thèse ou la théorie, on utilise le Bénin comme exemple, dans la pratique et l'exécution, le Bénin sera l'exemple. OK, merci beaucoup. Docteur Bertin-Corvy, toujours sur la même question, souvent on dit que ces gens de communiqués n'ont aucun effet coercitif par rapport aux dirigeants. Est-ce que c'est pas, on peut dire, que c'est pas un autre communiqué de plus des chancelleries occidentales par rapport aux situations de crise politique en Afrique? Monsieur Bertin-Corvy. Alors, je vais me porter en faux par rapport à cette façon de voir les choses. Et quand vous prenez la chronologie des faits, il y a eu d'abord, depuis 2016, beaucoup de citoyens ayant double nationalité qui ont saisi les instances aux États-Unis. Mais vous devez vous rappeler quand même que le 10 septembre, 4 Béninois, au nom du peuple béninois, ont écrit un courrier à tout le monde entier, pas pour leur demander de venir sauver le peuple béninois, mais pour leur faire le point de la situation démocratique du Bénin. Parce que vous étiez toujours dans l'illusion que le Bénin était toujours un modèle démocratique. Et il fallait projeter l'image actuelle du Bénin aux yeux du monde, ce qui a été fait le 10 septembre 2020. Est-ce que c'est cette image-là qui a fait réagir au Parlement américain? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que quand vous écoutez le message délivré par les parlementaires américains et par la suite vous écoutez ce que dit le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, ça montre clairement que des actions pourront être prises. Mais attention, pour que des actions se prennent, il faut surtout que le peuple béninois montre sa désapprobation de ce qui se passe. Ceux qui croient que parce que les Américains ont parlé, ou bien les Chinois auraient parlé,
ou des martyrs auraient parlé, ça changera au Bénin, rien, alors rien ne changera. Tant que le peuple béninois ne dira rien. C'est pour cela que moi, homme politique, j'invite notre peuple dans la paix, dans la discipline, dans la non-violence, à prendre résolument la décision d'exprimer son rejet de ce qui se fait. Si notre peuple se satisfait de ce qu'on dit non, la loi du parrainage, extraordinairement, c'est la Sénat qui vient l'interpréter aux députés qui l'ont voté et qui dit que c'est dans la chambre noire que les parrains vont parrainer qui veulent, ça ne tient pas la route. Ce que notre peuple doit demander, doit continuer de faire, c'est d'exiger le minimum de qualité, de démocratie qui a permis à Patrice Talon d'être élu en 2016. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les Américains disent qu'ils savent à quel niveau chaque pays était. Ils ne demandent pas moins que cela. Aucune réforme politique ne peut venir détruire la bonne qualité de ce qui existait. Donc, notre peuple doit exiger la restauration des conditions démocratiques qui ont permis en 2016 une élection juste et équitable. Ce n'est pas seulement le parrainage. Il y a le fichier électoral où c'est une seule partie qui est en train de s'occuper du fichier électoral. C'est déjà une fraude. La commission électorale n'est plus représentative. Elle doit être revue dans sa composition. Même la Cour constitutionnelle ne rassure plus les Béninois. Nous devons poser les vrais problèmes, leur trouver de vraies solutions. Et c'est si le gouvernement refuse de donner des solutions que les autres se rendront compte que le peuple béninois a exigé telle chose et ne l'a pas eu. Et là, ils pourront agir. Mais si nous restons couchés dans nos lits, disant que Pompeo viendra faire le cow-boy à côté de nous, il n'y aura rien. Si on se dit les parlementaires américains viendront, il n'y aura rien. Donc, effectivement, très souvent, ces décisions, malheureusement, ne sont pas suivies d'effet parce que les peuples croient qu'il suffit seulement d'une décision et qu'elle reste couchée dans son lit et que la démocratie se restaure. La bataille dans la paix, dans la discipline, dans la concorde se fera par le peuple béninois et cette bataille commence le 31 octobre 2020 dans la paix, dans la discipline, dans la concorde et ce sont les femmes qui doivent se mettre en avant-garde. Les hommes vont suivre. Mais je vous dis encore, dans la non-violence, dans la discipline, dans la paix, disant à Patrice Talon, nous te demandons de restaurer les conditions que nous avons pu obtenir de Yaïbouni pour que tu rentres au Bénin, tu sois candidat, éligible, élu, investi. C'est ce qu'on lui demande. Voilà la condition pour que cette décision-là soit prise. Et nous devons y travailler autant que nous sommes. Vous, Jules Dossou, vous devez appeler, vous êtes dans le village, vous devez appeler les femmes de ce village-là. Là, on a entendu l'homme politique, le docteur Kovi, déjà. Mais pour revenir à la question, au fait, pour revenir à la question, bon, est-ce que le communiqué, c'est un communiqué de plus? Non. Oui, c'est ça. J'aimerais quand même vous dire que non, ce n'est pas un communiqué de plus. Dans le sens où déjà, il y a pour moi, c'est une sonnette d'alarme. Je ne dirais même pas que c'est un avertissement, mais en anglais on dit ça wake up call. Tu vois, c'est un doux réveil pour l'Afrique et pour justifier, enfin pour quand même redresser le tir. Et aussi, il faut dire que le communiqué, c'est-à-dire que c'était un communiqué de plus, ça n'allait pas venir de Mike Pompeo. Il y a le sous-secrétaire africain, le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines qui l'aurait fait, parce que ça s'adressait à l'Afrique. Et c'est le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines qui est l'autorité d'Afrique. Quand vous voyez même les chefs d'État, quand ils viennent ici, très peu rencontrent Mike Pompeo. La plupart rencontrent, si tu ne veux pas des chefs d'État africains, rencontrent le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Donc, ce n'est pas un communiqué de plus. Et au-delà de ça, ce communiqué
cette fois-ci, se base sur une loi qui a été passée en 2016, qui est en train de faire son application dans d'autres pays et timidement en Afrique. Est-ce que vous voyez? Et même quand on va plus loin, je ne sais pas si vous avez vu les rapports du think tank Freedom House. Freedom House, qui est un think tank américain qui traque les droits de l'homme, enfin, les entorses aux droits humains dans le monde. Quand vous voyez le rapport de 2017, donc c'est-à-dire que en sortant de 2016, le Bénin était un pays classifié libre. Et le droit politique était de 33 sur 100. En fait, en ce moment-là, le droit, enfin, ce qu'on appelle l'indicateur du Bénin était à 82 sur 100. 82 sur 100. Le droit politique était de 33 et les libertés civiles étaient de 49. Ça, c'est en sortant de 2016 en entrant en 2017. 2019, le score du Bénin est de 66 sur 100. Mais ce qui est plus grave, le pays est passé de la classification de libre à partiellement libre. Ou encore, on peut dire, partiellement pas libre. Vous comprenez? Oui. Et les droits politiques sont passés de 33 à 21. Liberté civile, 45. C'est passé de 49 à 45. Donc, quand on voit tout ça là, et il faut rappeler que les représentants de ces organisations-là, de ces think tanks-là, ils ont été, en tant qu'experts témoins, à la session du sous-comité d'État, du sous-comité de la Chambre des représentants, où le représentant Christopher Smith a identifié le Bénin. Donc, pour vous dire quoi? C'est-à-dire que ça ne peut pas être un communiqué de plus. Il y a trop d'éléments qui font que c'est comme, pour moi, je dirais que c'était un ras-le-bol qui a été exprimé. On dit que maintenant, là, il y en a marre et qu'il faut qu'on passe à l'action. Mais disons-leur qu'on va passer à l'action et pour qu'ils aient le temps. Il n'y a même plus le temps de se... Et puis, ça rentre dans un autre contexte qui est très important, c'est le contexte électoral au pays. Donc, c'est ce que le docteur Kovi, le politicien, Larenger, il essaie de dire. Il essaie de dire que maintenant, il faut que le peuple béninois prenne ses responsabilités. Absolument. On va rester toujours sur la question des droits de l'homme. Le mardi 6 octobre dernier, le président de la Commission béninoise des droits de l'homme a déposé son premier rapport au président Patrice Talon. Dans son rapport, M. Isidore Clément Kapotiki a félicité le gouvernement pour les progrès significatifs réalisés dans la protection et l'amélioration du respect des droits de l'homme en général et ceux des catégories spécifiques comme les couches vulnérables en particulier. Par contre, toujours dans le même sillage, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides a retiré le Bénin de sa liste des pays sûrs, évoquant le non-respect des droits de l'homme. Je reste avec vous d'abord, ambassadeur Omar Aouna. Pensez-vous que la situation des droits de l'homme, vous avez commencé par l'évoquer déjà, c'est amélioré comme l'a mentionné le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme? Écoutez, d'abord sur le rapport de la Commission des droits de l'homme, il faut dire déjà que je n'ai pas eu connaissance de ça. C'est comme si c'était un rapport qui est encore dans l'invisible. Personne, j'ai posé des questions à beaucoup de personnes et je vous dis que je connais beaucoup de personnes dans le milieu des droits de l'homme et des libertés partout dans le monde. Personne n'a encore vu le rapport. Je suppose que le chef, bon, ils en ont fait la primeur au chef de l'État. Mais quand on lit les analyses de ceux qui apparemment sont dans le secret des dieux sur le rapport, je souris parce que je disais à quelqu'un que même si vous mettez du rouge à lèvres
à un cochon, il demeure un cochon. C'est-à-dire que si les gens savent comment est-ce que les rapports, enfin, ces indicateurs deviennent des rapports, moi, je ne comprends pas que le rapport de la commission béninoise soit complètement à l'opposé du rapport du reste du monde. Tu sais, dans ces matières, enfin, dans ces approches, et je suppose que c'est beaucoup plus politique, et on a comment dirais-je, et on veut peut-être faire avaler la pilule aux gens, et on veut faire du massage intellectuel. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, ce que moi je lis, les rapports que j'ai, et quand même, quand les Américains vous parlent, quand les Européens vous parlent, quand les autres pays de la sous-région vous parlent, et même au-delà de ça, quand vos propres frères qui vivent la situation vous parlent, et que vous me dites maintenant que non, qu'il y a des progrès, moi je crois que c'est-à-dire que c'est quand même assez irresponsable. Si c'est le cas, parce que je n'ai pas lu le rapport, si c'est le cas. Mais connaissant la pratique, ce qu'est la pratique maintenant dans notre pays, et on ne prend pas ses responsabilités pour dire ce qui est, mais on dit ce que l'autre veut entendre. Comme on dit ça, généralement, c'est comme si vous allez au théâtre, il y a des spectacles, mais votre audience, c'est l'audience une personne. Et vous jouez la comédie pour une seule personne. Même s'il y a plusieurs personnes qui sont dans l'audience, votre audience, on dit ça, audience of one. Et ça, c'est dangereux. C'est vrai que le rapport n'est pas encore public, mais l'appréciation, l'extrait que je viens de lire, c'est un extrait que j'ai pris sur le site du gouvernement. Cela nous dit en quelque sorte que c'est le résumé du rapport qui a été déposé au président de la République, puisque c'est sur le site officiel. Mais, Dr Bertin Korovi, par rapport à l'appréciation de la Commission béninoise des droits humains, quelle lecture vous faites de cette appréciation? Est-ce que les droits humains se sont vraiment améliorés au cours des dernières années? Alors, monsieur Josso, vous n'êtes quand même pas naïf. Vous parlez de la Commission béninoise des droits humains, nommée par Patrice Talon. Vous voulez qu'ils disent quoi? Ceux-là vont écrire quoi? Mais voici un pays où c'est le gouvernement qui nomme qui doit être opposant. Et on vient de dire que c'est Paul Rompé qui est le chef de l'opposition, avec FCBE Rompé. Mais vous attendez quoi d'une commission des droits de l'homme nommée par un gouvernement? Mais préoccupez-vous de ce que dit Amnesty Bénin. Mais allez dans les prisons, informez-vous, on vous dira que l'autre, où est nous? Parce qu'il a répondu à quelqu'un en privé. Parce que celui-là disait que ce que fait Talon est bon. Il a fait un audio pour lui répondre. Celui-là a envoyé l'audio au service de renseignement et on accuse l'autre d'harceler le président. Comme si le président était une beauté incarnée qui pouvait plaire à l'autre que nous. Eh bien, on emprisonne quelqu'un parce qu'il harcèle le président. Et on le condamne. Aujourd'hui, on dit on requiert 2 ans d'emprisonnement contre lui et 500 000 francs d'amende. Et ceci n'a pas inquiété ceux qui parlent de droits de l'homme au Bénin. Le corps de Dame Prudence Amoussou est confisqué jusqu'à date. Ils n'ont pas vu ça. D'ailleurs, je ne voulais même pas parler de cette commission des droits de l'homme. Ce que je veux leur dire, c'est que ça mettra 100 ans, 200 ans. Ils répondront de leur forfaiture. Et il faudrait que vous le sachiez. Moi, je me rappelle très bien, en 1993, la commission togolaise des droits de l'homme. Alors que Amnesty et tout le monde avaient compté 80 corps
ressorti de la lagune de paix à Lomé, cette commission a trouvé que tout allait bien dans le meilleur du monde. Mais quand la situation a dégénéré, le président a fini de se désolidariser de leur rapport pour dire c'est eux qui lui manquent. Et celui-là a été blâmé par tout le monde, y compris la communauté internationale. Ceux à qui on demande de venir jouer les musareilles doivent savoir que l'avenir les jugera. Et je voudrais prendre notre peuple à témoin ici et maintenant. Quand ceux-là, on va les envoyer en prison pour aller relire les préceptes des droits de l'homme, que personne en ce moment ne dise qu'il y a chasse aux sorcières, parce que chacun devra répondre de ce qu'il fait aujourd'hui. Sinon, nous n'allons jamais éduquer notre peuple, nous n'allons jamais améliorer notre gouvernance politique. C'est parce que justement, de tels faits ne sont jamais sanctionnés chez nous qu'on peut avoir un rapport du genre. Maintenant, pour parler des Français. Mais les Français n'ont rien contre le gouvernement béninois. Les Français ont juste fait un constat. Il y a peu, quand un Béninois demandait l'asile en France, on lui opposait le fait que le Bénin était un pays démocratique. Effectivement, Patrice Talon a hérité d'un pays démocratique. Les Français ont juste constaté que Patrice Talon a détruit l'héritage que lui a légué. Monsieur Dr Bertin Corvi, on va revenir sur le cas français tantôt. Donc, je voudrais qu'on vide complètement l'aspect de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et puis, on reviendra... Alors, maintenant, alors, pour vous dire tout simplement, le Bénin n'a aucune commission des droits de l'homme. Et quand c'est un gouvernement que la commission est censée surveiller, qui nomme une commission, vous voulez qu'elle dise quoi? C'est une... Vous savez, j'en aurais terminé. C'est même le fait même que la commission béninoise des droits de l'homme soit un appendice du gouvernement qui montre que nous sommes en réalité dans tous les ingrédients qui font une dictature. Parce que c'est dans les dictatures qu'une commission du genre est nommée. Sinon, très souvent, une commission de ce genre joue malheureusement, et c'est son rôle, c'est de par sa nature, le rôle d'opposant. Maintenant, d'opposant institutionnel qui ne fait pas de la politique, mais dit les choses telles qu'elles se présentent. Mais dès que c'est Patrice Talon qui a nommé, attendez, on a nommé les maires, on a nommé les députés, pour ça on a tiré sur les gens, on a nommé qui peut être opposant, et pour ça on ne donne pas de récépissé aux démocrates, ni à l'Alliance Iroko, et j'en oublie. Mais pourquoi vous vous plaignez de ce qu'une commission nommée par Patrice Talon ne lui dit pas qu'il est le plus beau du Bénin, qu'il fait 1,90 m, qu'il est Georges Chloé pendant qu'on y est? Non, c'est une farce. Toujours. Vraiment, j'aimerais ajouter quelque chose parce que ce que vous dites là, c'est quand même assez alarmant. Moi, je n'ai pas suivi de près la commission béninoise des droits de l'homme, mais si le docteur Corvi et puis vous, ça semblait vous confirmer que cette commission a été nommée par le chef de l'État. Et moi, ce que je constate aussi, parce que la pratique est simple, hein, quand il y a un rapport de ce genre, déjà, il y a c'est-à-dire que ça a une périodicité cyclique. Tout le mois, je pourrais vous dire aujourd'hui, quand est-ce que le rapport de Freedom House, à quelle périodicité il va sortir. Même les rapports qui permettent au Bénin de bénéficier du MCC, il y a une périodicité cyclique. Et que, presque une semaine après la sortie du rapport, personne ne peut mettre la main sur ce rapport-là, c'est quand même assez inquiétant. Ça veut dire que déjà au niveau même de cette commission, il n'y a pas un minimum de transparence. Alors que ce qui les valide et ce qui fait vraiment le cachet que ça devrait donner à leur rapport, c'est la transparence. C'est l'essence même de ce qu'ils sont. Et puis en plus, si vous me dites qu'ils ont été, et que les membres de la commission ont été désignés par le chef de l'État, de toute façon au Bénin en ce moment-là, tout est désigné, ça devient plus inquiétant, est-ce que tu vois? Mais certains me diront que it's a joke.
C'est-à-dire que c'est la blague. À moins que ce que vous dites là n'est pas vrai ou vérifié, moi je crois que c'est quand même assez alarmant. Et ça, je crois que les membres de la commission devraient prendre leurs responsabilités. Parce que sinon, ils ne servent à rien. Ok. Avant Alors, de moi, continuer l'émission... non, attendez, je voudrais ajouter quelque chose. Dans tous les pays, dès qu'il y a un rapport du genre, mais c'est public, c'est sur le site internet de cette commission-là. Mais c'est un peu partout, c'est partagé aux officines diplomatiques. C'est un peu partout. Mais voici un rapport qu'on ne trouve pas. C'est comme exactement la Constitution à Halloween, qu'on dit qu'on a modifié, dont personne n'a vraiment eu la copie avant des mois. Et encore, si vous en avez une copie. En réalité, c'était quoi? Vous savez, je me définis parfois comme un expert en reconnaissance d'une dictature. Patrice Talon, qui apprend qu'il y a 4 Béninois au nom du peuple béninois qui ont écrit à 51 organisations et pays sur la violation des droits de l'homme et la situation politique au Bénin, se dit qu'il faut répondre. Et répondre d'abord à Jeune Afrique, ça n'a pas pris. Par la suite, il invite la Commission des droits de l'homme pour venir lui remettre un papier à blanc. Ce rapport-là n'existe pas. That's the truth. It's a joke, my dear. I can assure you. It's a joke. Ce rapport n'existe pas. Regardez, non, attendez, regardez le timing. Ils viennent, ils lui tendent un papier dont personne n'a vu le contenu. Ça n'existe nulle part. On ne peut pas télécharger. Mais attends, un rapport, ce n'est pas un code du fétiche. Ça va quand même. Ça devrait être publié. Et l'ORTB dit, parce que moi je m'en tiens à ce que l'ORTB a dit, la maison de résonance. L'ORTB trouve que tout va bien dans le meilleur du monde. On a félicité même le président et on lui recommande seulement de faire mieux. C'est à croire qu'on parlait de Yarima de 1993. Non, écoutez, ce rapport n'existe pas. Cette commission a des droits de l'homme que de nom et ceux-là seront poursuivis pour complicité de meurtre et violation des droits de l'homme au Bénin. Moi, je suis un homme politique, je m'engagerai, avec d'autres naturellement. Par rapport à la disponibilité du rapport, j'ai le commentaire d'un internaute qui nous suit depuis la France. Je crois que c'est Maître Fatiu Ousmane. Donc, vous n'êtes pas seul à chercher ce rapport. Lui-même a dit qu'il a essayé d'avoir le rapport. Pour le moment, il n'a pas eu. Donc, les informations qu'il a eues pour le moment, c'est que la commission est à la phase de la présentation aux autorités. Et il y aura une deuxième phase où le rapport sera mis à la disposition du peuple. Donc, on espère dans la semaine prochaine ou bien dans les prochains jours. Oh, ça, vous avez fait ma journée. Franchement, vous avez fait ma journée. Vous avez fait ma journée. Je souris, mais bon, c'est très inquiétant. Parce que, écoutez, quand vous faites un rapport et que vous soumettez ça en primeur à une entité, deux choses. Ou parce que vous avez pris à contre-pied cette entité et vous lui demandez de ce qu'on appelle le rebuttal, de faire le contradictoire, ou bien vous lui envoyez pour son approbation. Et ça, c'est dangereux, c'est très dangereux, parce que ça devient une pratique. On ne peut pas faire du cosmétique. En fait, même, ça n'arrange pas le gouvernement de faire du cosmétique, parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Les gens vont perdre de vue les réalités mêmes sur le terrain. Alors que quand vous êtes un gouvernant, quand vous êtes un chef d'État, quand vous êtes un leader, si vous ne pouvez pas faire le point d'une situation telle qu'elle est, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez même pas faire passer votre propre politique. Est-ce que vous voyez? Il faut faire ce qu'on appelle un point vraiment objectif de sa situation. On peut décider d'aller dans une direction complètement opposée à ce que le rapport demande de faire ou ce que le rapport établit. Ça, c'est une décision politique. Mais quand
on laisse, on essaie d'enjolir cela. C'est pas, le problème, c'est que on n'embellit pas ça pour les autres, mais ça devient maintenant dans votre subconscient. Vous acceptez que c'est ce fait-là. Et c'est là qu'on voit des chefs d'État, ce qui est évident, qui sont détachés de la réalité. En ce moment, le président du Bénin est détaché de sa réalité. La réalité est telle que les gens disent ça ne va pas, mais lui et tout son ensemble, ils disent que c'est bon, ça va bien, et ils s'efforcent à le démontrer. Ça, c'est la définition de la dictature. La dictature, elle se définit comme moi, je suis la seule personne qui ait raison sur un élément bien particulier ou bien d'un ensemble d'éléments. Donc, tout ce que je dis est vrai, et parce que tout ce que je dis est vrai, tous les autres là, ce qu'ils disent, ça c'est pas bon. Donc, on continue dans notre direction. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et ça se constate dans les actes. Toujours sur la question des droits de l'homme, nous sommes quand même en face de trois visions. Vous avez parlé tantôt de Freedom House, qui estime que le Bénin est passé d'un pays libre en 2017 à un pays partiellement libre en 2019. Il y a l'OFPRA qui dit qu'il retire le Bénin de la liste des pays sûrs parce que, selon son président, les droits de l'homme ne sont plus garantis au Bénin. Et on a par contre la Commission béninoise des droits de l'homme qui pense que les choses vont bien et il demande au bout des lèvres que le président fasse mieux. Mais est-ce qu'on ne peut pas opposer à ces organismes qui sont à l'extérieur du Bénin de ne pas avoir accès à des données probantes pour pouvoir faire une analyse juste de la situation des droits de l'homme au Bénin? Je peux vous expliquer comment se fait la collecte de ces données-là. C'est aussi simple que ça. La collecte de ces données se font exactement sur le terrain. C'est-à-dire que, normalement, quand ça se passe, les enquêteurs de ces organismes travaillent avec les entités locales et le gouvernement, mais aussi avec l'opposition et le secteur privé. C'est-à-dire que ce n'est pas des données que les gens vont chercher et ils vont faire ces computations-là. Et sur cette base-là, ils travaillent aussi, je suis sûr qu'ils travaillent aussi avec la Commission béninoise des droits de l'homme. Est-ce que vous voyez? Mais eux, ils reviennent, ils font un travail conséquent. Mais ce travail, la racine de ce travail, c'est au Bénin. Et généralement, peut-être, les gouvernements en Afrique, ils ont une tendance à essayer d'embellir leurs chiffres. Mais le fait est que ces enquêteurs, ou bien ils vont parler aussi à des indépendants, ils vont parler aussi à des entreprises, ils vont parler aussi à des opposants. Donc, ils ont une vision beaucoup plus large de ce qui se passe dans le pays. Est-ce que vous voyez? Bon, il y a certaines, comment dirais-je, et c'est pas seulement une entité. Quand moi je parle de Freedom House, par exemple, il y a Heritage Foundation. Heritage Foundation, c'est aussi un petit tank de conservateurs, mais qui se focalise beaucoup plus sur, comment dirais-je, l'économie du marché et qui regarde dans l'économie du marché les libertés ou bien comment les restrictions. Eux aussi, et si vous avez vu la vidéo en ligne, eux aussi, ils ont témoigné au de Freedom, de Heritage Foundation. Entre-temps, le Bénin... S'il vous plaît, un instant, il y a une interférence là. Docteur Bertin Corbier, est-ce que vous avez ouvert l'émission sur une page Facebook? Parce qu'il y a une interférence. Non, moi, vous n'avez rien changé. Facebook n'est pas ouverte.
Ok, vous n'avez rien changé. Rien du tout. Ok, ok. Donc, je laisse l'ambassadeur continuer. On va voir si, je ne sais pas pourquoi il y a une interférence. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Et là. Je crois que c'est mieux, non? Non. Moi, je fais mon micro et ils vont avoir avec. Peut-être que. Allô? Je vais reprendre le headset. D'accord, un écho, un retour. C'est pas à mon niveau. Ça va là? Oui, allez-y, on vous écoute. Donc, c'est peut-être à mon niveau alors. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, je disais, par exemple, et au niveau, ce n'est pas seulement si on, enfin, c'est-à-dire que si on veut faire le calcul des nombres, c'est-à-dire qu'on veut cocher les cases, 1 contre 2, c'est pas 1 contre 2, c'est 1 contre plusieurs. Dans le sens où on parle de Freedom House, je l'ai cité ça qu'un seul exemple parce que c'est plus clair. On parle de Heritage Foundation, mais au-delà même des États-Unis, on parle de Amnesty International, on parle de l'OFPRA. Et je suis presque sûr que NDI, qui est National Democratic Institute, qui a témoigné au Congrès, a parlé aussi du recul démocratique au Bénin. Et on a parlé de, comment dirais-je, de Center for Defense Analysis, qui est le centre d'analyse de la défense des États-Unis. Ils ont dit la même chose. Et moi, je ne parle que de ce qui concerne les États-Unis. Dans le reste du monde, on dit ça. Et si, comment dirais-je, c'est seulement la Commission béninoise des droits de l'homme qui dit quelque chose de contraire, moi, c'est en statistique, ça c'est un artefact. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les statisticiens appellent ça, mais c'est pas vrai, quoi. C'est justement une erreur. C'est une erreur. Tout le monde ne peut pas. Et c'est là où les gens doivent faire très attention. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la définition de la dictature, ça. C'est-à-dire que vous êtes dans le faux, mais malgré ça, vous insistez que non, nous avons raison. Donc, ça veut dire que vous êtes plus intelligent que tout le reste du monde. C'est une prétention sans commune mesure. Toujours est-il que face à la situation des droits de l'homme au Bénin, que vous estimez que c'est quand même inquiétant, selon un certain nombre d'indices publiés, que ce soit les organismes locaux de droits de l'homme ou bien à l'international, un certain nombre de nos compatriotes, 4, Dr Bertin Corvi a commencé par évoquer la question tantôt, ont adressé une lettre aux institutions régionales et internationales pour pouvoir partager avec ces institutions l'état réel de la situation au Bénin. Dr Bertin Corvi, est-ce que votre lettre que vous avez publiée le 10 septembre dernier aurait joué un rôle dans la décision prise par l'OFPRA? Bon, je n'en sais rien, mais ce que je sais, la lettre a été adressée aussi à l'OFPRA, a été adressée au Parlement français et au président Macron, au président français. Nous avons reçu le retour, c'est-à-dire l'accusé de réception de l'OFPRA de notre lettre. Nous avons reçu aussi l'accusé de réception des parlementaires qui ont même dit qu'ils invitaient le gouvernement français pour une question d'actualité devant le Parlement français. Le gouvernement français a accusé réception de notre lettre au niveau de la présidence
mais n'a pas encore fait de commentaire. Je ne veux pas avoir la prétention pour dire c'est la lettre de 4 Béninois seulement qui ont eu des faits, parce qu'il y a tellement de lettres et de réalités de demandeurs d'asile en France que l'OFPRA a fini par se dire mais il faut y regarder de près. Et notre document, il relate mot pour mot, fait pour fait, non même de Béninois qui sont présentement en France, qui on n'a pas donné d'asile parce que le Bénin était vu comme un pays d'origine sûre. Leur nom est dans la liste de ceux qui souffrent de la situation béninoise et certainement cette décision est aujourd'hui prise pour faciliter l'obtention du statut de réfugié pour ceux-là. Voilà. Maintenant, je ne voudrais pas quitter aussi vite la situation des droits de l'homme au Bénin. Je vais vous ramener un peu en arrière. En réalité, il faut faire très attention à la position officielle d'un gouvernement ou bien d'une agence d'État dans une dictature. Nous ne sommes plus une démocratie. Bientôt, attendez voir ce que la Commission béninoise des droits de l'homme dit que Mme Amoussou Prudence a ressuscité. Ce n'est pas exclu. Donc, quand vous avez affaire à une dictature, et je suis mieux placé pour dire ce que c'est, eh bien, méfiez-vous de la position officielle. Contentez-vous de ce que disent les populations. Voici un pays. Ça, ce n'est pas fait sur la Lune quand même. Ou c'est pendant qu'on est en train de voter pour, les populations de voter pour leur maire, qu'on va au Parlement changer la loi. Vous croyez que c'est de la démocratie, ça? Et ça n'a inquiété personne. Voici un pays où on dit qu'il y aura un parrainage pour des gens. Et on dit même, dans l'interview, on dit qu'on avait une démocratie pagailleuse. Vous trouvez ça? Vous croyez que ça ne va pas inquiéter les autres? Voici un pays où on dit l'autre nous en prison parce qu'il aurait harcelé le président, parce qu'il a dit que ce qu'il faisait n'était pas bon. Harceler le président. Vous êtes au Canada, je crois. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire que parce qu'on a critiqué le président, sa gouvernance, qu'on l'a harcelé, et pour ça, il faut condamner quelqu'un à 2 ans d'emprisonnement avec 500 000 francs d'amende? Non, le Bénin a cessé d'être une démocratie. Et si Patrice Talon ne s'en rend pas compte, et c'est à lui que je veux parler, il n'est pas exclu que ceux-là qui ont des armes derrière lui, sur qui il compte, soient ceux qui le congédient demain. Et le risque, c'est que personne au monde ne parlera de restauration d'ordre constitutionnel parce qu'il y a longtemps qu'on n'est plus dans un ordre constitutionnel. Et c'est la conséquence que le gouvernement béninois doit tirer ça. Sa gouvernance ne trompe plus personne. Ce n'est plus une démocratie que personne va défendre. Mais je dis encore au peuple béninois que c'est dans la non-violence, dans la discipline, dans la concorde, comme les Boliviens l'ont fait, que les femmes doivent sortir pour dire enough is enough. Ya basta, ça dit maintenant ça suffit, dans la non-violence. Et vous verrez comment la police elle-même va se joindre à vous, surtout femmes, en voulant marcher, préparer la sauce, le riz, la pâte des plats et amener à manger aux policiers. Non, attendez, M. Djossou. On n'a plus beaucoup de temps, on a déjà épuisé. Allez-y vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Pour les policiers qu'on va mettre dans les rues, pour les malmenés, amenez-leur à manger. Pendant qu'ils ont fini de manger, donnez-leur un peu de bière ou bien de l'eau. Ils vont joindre le cortège pour dire aussi, maintenant ça suffit. Donc c'est dans la non-violence. Monsieur Djossou. Oui, allez-y. Et quand vous voulez savoir si c'est ce courrier des 4 Béninois qui a, comment dirais-je, amené l'OFPRA là, je crois que quand vous avez écouté la déclaration du président du conseil de l'OFPRA, elle a été très claire sur ce qui, enfin, c'est tout un ensemble de choses. Et il a dit quelque chose qui est important. Il a dit que 25% des demandes d'asile venant du Bénin sont acceptées. C'est-à-dire que en France, ça veut dire que sur 100 personnes qui vont demander l'asile, 25 sont acceptées, sont reconnues comme
ayant besoin d'asile. Ça, je crois que c'est important de le souligner. Donc, c'est peut-être tout ça là, ça a été déterminant. Est-ce que tu vois, ils ont constaté que quand vous amenez un dossier d'asile, et sachant que dans la plupart des dossiers d'asile, il y a des dossiers farfelus, mais malgré cela, 25 sur 100 sont reconnus éligibles pour l'asile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont basés sur ces faits réels. Évidemment, une lettre peut contribuer à prendre une décision, mais un élément seul ou bien, comment dirais-je, une entité seule ne peut pas faire, pour quelqu'un qui est responsable, ne peut pas faire, c'est pas ça qui pourrait être déterminant. Ce que je veux dire, non, là, le courrier était opportun, ça c'est clair. Et j'aimerais dire à ceux qui se sont offusqués par rapport à ce courrier, j'aimerais le dire que quand on dit que ce n'est pas patriotique, moi je leur dis clairement, il ne faut pas faire preuve de patriotisme primaire. Parce que le patriotisme primaire, c'est de s'offusquer quand les choses ne vont pas bien chez vous et on vous le dit, ou bien les autres vous le disent, vous n'êtes pas un patriote. Vous avez le patriotisme à fleur de peau, mais vous n'avez pas le patriotisme dans les autres. Il faut se regarder en face parce que là, la solution est quoi? Ou bien l'effet recherché est quoi? On arrive à résoudre le problème sans effusion de sang, sans bain de sang. Qu'on arrive à trouver une solution. C'est comme ça qu'il faut voir ces actions-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans une situation difficile et que vous en parlez parce que vous avez honte. Je crois que pour les bribes de fond que je comprends, on dit chez nous que, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'on n'a pas honte, parce qu'on a honte, on vous donne du poison, vous mangez le poison. Ça n'a aucun sens. Exactement. Maintenant, on est pratiquement au terme de cette émission, on n'a plus beaucoup de temps. Mais déjà, quelles sont les implications de cette décision de l'OFPRA pour l'image du Bénin d'une part et pour les demandeurs d'asile? Monsieur Dr Bertin-Kaourou, vous avez commencé par évoquer ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, pour les demandeurs d'asile, cette décision leur facilite la tâche. Mais attention, il ne faudrait pas que le premier zozo, passez-moi l'expression, aille jouer quelqu'un qui a des difficultés et à qui on va donner le statut de réfugié. Non, les faits doivent être établis parce qu'il y a des enquêtes qui se feront. Donc, nombreux pourront facilement avoir leur dossier traité avec succès. Ils n'auront plus besoin d'avocats comme Adjavon a dû recourir au service d'un avocat pour prouver sa situation. Aujourd'hui, même celui qui n'a pas d'argent, s'il est vraiment pourchassé et qu'il y a des traces de ce qu'il dit, si c'est vérifiable, on pourra facilement lui donner son statut de réfugié. Maintenant, l'implication va au-delà de cela, parce que quand le Bénin n'est plus vu comme une démocratie, comme un pays sûr, ça a même d'incidence sur des entreprises françaises qui profitent de subventions françaises et qui font des affaires au Bénin. Ceux-là pourront être rendus responsables devant les tribunaux français de la violation des droits de l'homme au Bénin. Et je voudrais vous prendre l'exemple de Safran. Safran, mais qui n'a pas attendu que le Parlement prenne une loi dont le contrat violait toutes les normes d'un marché public. Safran pourra être poursuivi devant les tribunaux français, mais pour complicité de destruction de démocratie au Bénin. Et c'est important. Et c'est de ce point de vue que beaucoup d'opérateurs français feront très, très, très attention à venir faire les affaires avec Patrice Talon. Parce que, je vous fais une confidence, il y a un député français
mais qui s'offusquent de ce qu'on veille même remettre les biens culturels à un gouvernement comme celui de Talon, qui vend tout. Ce député-là me dit, est-ce que ces biens ne seront pas vendus au noir, ou est-ce qu'ils ne vont pas mettre ça dans leur propre salon ou dans leur musée privé? Voilà des questions que les gens se posent. On est venu à ce point-là, décrédibilisé, que les gens ne font plus confiance au gouvernement de Patrice Talon. Donc, les conséquences peuvent être économiques. Les conséquences sont que les opérateurs économiques français, ils réfléchissent à plusieurs fois avant de venir faire les affaires au Bénin, mais ça facilite la tâche aux Béninois qui est pourchassé et qui souffre de la félonie de ce régime. Donc, c'est un peu cela. Nous allons vers la conclusion de l'émission. On a fait en quelque sorte l'état des lieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer du gouvernement béninois pour les prochains jours pour pouvoir quand même ramener la situation à la normale? Ambassadeur Omar Ouna. Merci beaucoup. Avant d'aller et de répondre à votre question rapidement, je vais essayer un petit peu la dernière question. Quelle est l'incidence de cette décision de l'État sur l'image du Bénin? Moi, je trouve que déjà le gouvernement béninois ou bien nos leaders, à suffisance avec leurs actions, ont déjà entaché l'image du Bénin. Je crois qu'il faut qu'on passe au-delà de ce que c'est que l'image. Parce que l'image n'est rien d'autre si le substrat, la substance même, elle est. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste seulement à l'image du pays. Ce qui se passe au pays, c'est dangereux. C'est plus que l'image. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui perdent leurs emplois à cause de la malgouvernance. Il y a la corruption qui est rampante. Ça, c'est des éléments très importants. Maintenant, pour revenir sur la question, qu'est-ce que le gouvernement de Patrice Talon peut faire? Écoutez, ils sont à la fin de leur mandat, je suppose. Et dans un contexte comme ça, si c'est des gens responsables, ils ne devraient pas chercher à rempiler. Il faut être réaliste. C'est-à-dire que si pendant 5 ans, vous êtes passé d'un statut de meilleur élève à un statut de cancre, il n'y a rien d'autre à faire. C'est aussi simple que cela. Et il faut que le Béninois, qu'on ait le courage de le leur dire. Parce que le peuple a choisi Patrice Talon à 65% à cause de l'espoir qu'il portait pour les gens. Je n'étais pas parmi les 65% qui l'ont choisi, mais je me suis fait une petite réflexion. Je me suis dit, peut-être que le peuple savait quelque chose que nous autres, qui nous opposions à sa candidature, ne savions pas. Donc, il faut laisser la chance au peuple de s'exprimer et que on voit ce qu'il peut faire. Maintenant, le peuple dit, ce même peuple dit que ça ne va pas. La même manière où il a écouté le peuple et il s'est présenté et il a gagné, c'est la même manière qu'il doit écouter le peuple et partir. C'est aussi simple que ça. On est en démocratie où on ne l'est pas. Et il faut que les Béninois aient le courage de dire, de s'exprimer. Parce qu'au fait, je sais qu'on est, comment dirais-je, le temps qui nous est imparti est déjà passé largement, mais il faut que je le dise. C'est-à-dire que quand les Béninois ont élu Patrice Talon, ils lui ont remis une partie de leur pouvoir. Mais dans cette partie de leur pouvoir, ils ne lui ont pas remis leur liberté. Parce que la liberté d'un individu, elle n'appartient pas à cet individu à le déléguer à quelqu'un d'autre. Mais il a saisi cette liberté-là. Ça, c'est grave, c'est très grave. Liberté de parole. C'est plus que grave. Donc, c'est-à-dire que sur ça, là, simplement, il n'est pas éligible pour conduire le pays. Parce que, c'est-à-dire qu'on s'arrête là.
Non, je vais vous revenir tantôt pour votre mot de fin. Donc, le temps de poser une dernière question à M. Bertin Korovi. Qu'est-ce que vous espérez du gouvernement béninois dans les prochains jours, M. Bertin Korovi? Alors, ce que moi, Bertin Korovi et l'Alliance Iroko, ensemble avec le peuple béninois que j'écoute tous les jours, ce que nous attendons de Patrice Talon, c'est qu'il accepte la organiser une rencontre des fils du pays pour que nous dialoguions ensemble. Ce serait mieux pour lui. Parce que s'il se cache derrière des armes que le contribuable béninois a mis dans la main des forces armées béninoises, ces armes ne pourront jamais le protéger. Assez contre la colère de ce peuple. Le Bénin, d'une chronique de violence annoncée, eh bien, c'est d'appeler soit à des assises nationales, à une conférence nationale, à un forum, on peut l'appeler comme on veut, et que tous les Béninois, exilés, condamnés ou pas condamnés, se réunissent pour définir de comment est-ce que nous gérons notre avenir commun pour les années à venir. Si ce n'est pas cela, l'univers intelligent fera en sorte que cela se fasse, mais derrière lui. Donc la sagesse lui demande d'appeler tout le monde. Nous devons faire la paix des braves, nous pardonner les uns les autres. Moi, je suis prêt à lui pardonner de m'avoir séquestré pour 6 mois en Guinée équatoriale, d'autres aussi. Mais attention, c'est lui qui a la marge de manœuvre de convoquer des assises nationales et qu'on s'asseye, qu'on parle. Si ce n'est pas le cas, et il s'entête à organiser des élections frauduleuses, quiconque est sorti d'une telle élection devra être chassé par le peuple souverain. Et on ne le souhaite pas. Ambassadeur Omar Aruna, en guise de mot de conclusion, est-ce que vous avez perdu espoir par rapport à la situation du Bénin actuellement? Non, bien au contraire. Moi, je crois que la situation du Bénin est de plus en plus rassurante, mais pas dans le sens de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, quand vous avez le dos au mur, vous ne pouvez qu'avancer. Et votre assaillant, vous pouvez sous vos bords. C'est-à-dire que s'il y a quelques années, on pourrait dire qu'il y a de l'espoir devant. Maintenant, il y a eu un volte-face. Donc, pour revenir sur... non, il n'y a pas de désespoir dans cette histoire-là. Et comme le docteur Korovi dit, il y a encore une possibilité de s'asseoir et de parler. Mais on doit parler, mais aussi les responsables doivent prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'à peu près à partir de maintenant pour avancer. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que vous avez été responsable de certains actes. On vous a dit que des gens sont morts. On a tiré sur des gens. Même si c'est une seule personne, et ceux qui ont tiré répondront de ça, parce que la vie humaine, elle est sacrée. Ça fait partie des droits de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, et quand effectivement, la seule solution, l'unique solution en ce moment, c'est des assises nationales. Et c'est des assises nationales. Et que les gens n'ont qu'à prendre leurs responsabilités par rapport à cela. On y arrivera, mais c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de demi-mesure. Est-ce que vous voyez? On a fait beaucoup d'à peu près pendant 4 ans, 5 ans. Et on est là où on est. Maintenant, il faut ramasser les pots cassés et les remettre ensemble pour qu'on avance comme une nation. Le tissu national a été détricoté. J'ai vu le mot là plusieurs fois déjà. C'est pas, comment dirais-je? Moi, je parle à beaucoup de personnes. Écoutez, avant d'être ambassadeur, parce que vous avez dit longtemps ambassadeur ici, j'avais un cabinet de lobbying. Je représentais ou bien je conseillais à peu près 15 chefs d'État africains. Est-ce que vous voyez? Et ce que je leur dis, c'est la même chose que je dis à mon gouvernement aujourd'hui. Et le monde est trop petit, on ne peut plus se cacher. Vous savez, maintenant, en ce moment-là, le monde est petit.
et les actes qui se posent, ou bien on les paie maintenant, ou bien on les paie plus tard. Mais il n'y a pas de perte et profit. Ce n'est pas possible. Plus dans ce monde-là. Donc, je crois que nos dirigeants n'ont qu'à prendre vraiment au sérieux, ils n'ont qu'à se prendre au sérieux et vraiment voir dans quelle mesure ils peuvent redresser un peu l'approche. Mais c'est trop tard. Moi, je dis que c'est trop tard pour eux. Mais pour le peuple béninois, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Docteur Bertin-Corvie, en 30 secondes, votre mot de fin. Bon, je ne voudrais pas que l'ambassadeur Aruna les inquiète. Nous savons que c'est tard parce qu'on sait ce qu'on sait. Mais ceci étant dit, je voudrais juste inviter les responsables de l'armée et de la sécurité à savoir raison garder et à savoir qu'ils répondront personnellement désormais de ce qui adviendra de la sécurité de chaque Béninois. Je veux appeler les femmes à se préparer massivement pour le 31 octobre parce que le monde sait désormais que Patrice Talon sera personnellement responsable d'un seul cheveu de Béninois qui aurait été rasé. Rendez-vous dans la non-violence, la concorde, la discipline, dans les marchés pour exprimer notre ras-le-bol de la gouvernance de Patrice Talon. Ce n'est pas seulement la loi sur le parrainage. Nous demandons justement l'instauration des conditions qui permettent une élection démocratique et inclusive, mais surtout des assises nationales pour que le peuple béninois s'asseye pour dialoguer. Si Patrice Talon veut y participer, libre à lui, il faut qu'il fasse vite. Sinon, ce sera hélas derrière lui. Ibeka ne l'a pas compris, les Maliens se sont assis et ont parlé derrière lui et on sait la suite. Je vous remercie. Nous recevions M. Omar Aruna, ancien ambassadeur du Bénin, et M. Bertin-Corvie, président de l'Alliance Iroko. Il était question de la situation des droits de l'homme au Bénin. Je voudrais vous remercier, vous deux, pour votre disponibilité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce débat? Il y a quand même quelques indices inquiétants. Et si on se fie seulement aux chiffres qu'on reçoit, les structures comme... Ok, je conclue rapidement. Par exemple, ce qu'on a noté, par exemple, Freedom House qui dit que le Bénin est passé de pays libre en 2017 en pays partiellement libre en 2019. On retient aussi que selon un certain rapport du département du secrétariat d'État américain, il y a environ 130 détenus politiques actuellement au Bénin. Et sans oublier tous ceux qui sont partis en exil de bonne foi ou bien de mauvaise foi. Pour mes deux invités aujourd'hui, l'urgence est de rassembler tous les Béninois lors d'une assise nationale pour pouvoir voir comment relancer la machine Bénin pour que le Bénin puisse retrouver sa place dans le Conseil des Nations. Une fois encore, je remercie les internautes qui sont restés avec nous. Il y a eu quelques avec ceux qui ont commenté, ont participé d'une manière ou d'une autre à ce débat. On se donne rendez-vous demain pour l'émission régulière qui sera consacrée au bilan du PAG avec mes invités. Merci, ambassadeur Omar Aruna, et merci, docteur Bertin-Corvie. Merci à vous, M. Diossou, et merci à vous, internautes. Merci.